12h33 sur Europe 1, si vous nous rejoignez à l'instant, nous allons recevoir dans un instant en ligne, nous aurons Édouard Bina, directeur de la cocarde étudiante, qui va nous raconter comment la jeune garde est extrêmement structurée, rien n'est laissé au hasard. Tout est mesuré, qualité, compté, pesé. Il y a des codes à respecter. On en parlera dans un instant avec Édouard Bina, directeur de la cocarde étudiante. Mais dans le studio, nous avons en ce moment Henri de Beauregard. Nous parlerons avec lui de cette impunité de l'extrême gauche. Il est avocat, il s'insurge de cette impunité. Et puis si vous avez envie de nous appeler, appelez-nous au 01 80 20 39 21 pour parler effectivement de cette impunité de l'extrême gauche, pour parler de la jeune garde. Et puis je sais pas, c'est le carême aujourd'hui, donc si jamais vous avez pris vos décisions pour le carême, appelez-moi, ça m'intéresse. 01 80 20 39 21 pour savoir quelles sont vos décisions. Bon, ça c'est pour la fin de l'émission. À tout de suite. Il est 12h34 sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Bonjour Henri de Beauregard, vous êtes avocat, vous êtes dans le studio d'Europe 1, vous dites sur X depuis 15 ans aux côtés de militants de droite, j'ai vu la violence de gauche croître sans la moindre réponse judiciaire, c'est-à-dire? Si vous voulez, en effet, ça fait entre 15 et 20 ans que j'assiste à un certain nombre de militants de droite, mais de militants de droite, j'allais dire, classiques, traditionnels, pas des radicaux, des gens qui sont contre la PMA ou la GPA, qui sont des militants LR, qui sont des militants à l'Uni, ou qui sont des militants, ce type de militants, qui ne sont pas des gens, j'allais dire, violents, radicaux, estampillés comme tels, et qui, eux, font l'objet régulièrement de violences, qui régulièrement me demandent de les accompagner pour déposer une plainte, pour essayer de faire avancer, en quelque sorte, leur plainte ensuite sur le terrain judiciaire, et où je constate qu'on n'a aucune réponse. Alors, c'est une retraitée qui tracte contre la GPA, qui se fait retirer ses tracts et humilier. C'est une bonne sœur dans un bus qui va à la marche pour la vie, qui se fait entraver, et puis où on met un fumigène dans le bus. Il y a eu ce genre de choses, qui sont des choses dangereuses. C'est un chef d'entreprise, récemment encore à Angers, qui se fait menacer parce qu'il veut participer à la nuit du bien commun. C'est ce genre de choses. Et il y a derrière systématiquement des groupes qui sont des groupes en effet autonomes, anarchos, antifa, appelons-les comme on veut, mais en réalité qui sont tout à fait identifiés, mais dans lesquels on a la furieuse impression que les parquets de France n'ont pas envie d'aller chercher. Alors il y a certainement un certain nombre d'explications à ça. Il y en a... C'est important ce que vous dites, hein. Voire c'est grave. Je suis témoin de cela depuis 15, 20 ans au moins. Clairement, toutes ces procédures sont soit entravées, soit sans suite, soit... Mais ça fait le lit, voire ça encourage la violence, Bien ça sûr. encourage d'aller dans ce sens-là, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de punition. Exactement. Exactement. Alors, il y a une part qui tient probablement à l'embolie de la justice au sens large, qui n'est pas propre à l'extrême gauche, qui fait que toutes les plaintes tombent dans un grand trou et qu'il est très difficile de faire activer les choses. Mmh. Il est très difficile d'ailleurs d'avoir des réponses parce que le parquet, vous savez, a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Donc en fait, parfois il ne poursuit pas sans qu'on sache très bien pourquoi il ne poursuit pas et ne vous le dit pas. Et donc il y a une forme de découragement. Quand vous avez été l'objet d'une claque ou de quelque chose, vous avez déposé plainte et puis vous êtes découragé, vous n'avez pas ensuite vous constituer partie civile, vous n'avez pas ensuite versé une consignation, parce que dans ce pays, il faut verser une consignation. Il faut commencer par payer pour pouvoir, en quelque sorte, déposer plainte, ou en tout cas que sa plainte soit suivie. Oui, donc il y a ce problème d'ordre général, mais il y a des choses plus singulières à l'extrême gauche. D'abord, on entend parfois qu'il y a un certain nombre de parquets qui ne veulent pas aller sur ces affaires-là parce qu'elles considèrent que c'est des affaires qui ressortent du renseignement, des renseignements territoriaux, et que il n'y a pas à aller mettre en quelque sorte des coups de pied dans la fourmilière de ces groupes-là, parce qu'on préfère les suivre d'une certaine manière par les renseignements, plutôt que de prendre le risque d'aller se mêler de ce qui se passe dedans. Henri de Beauregard, avocat sur Europe 1.
Et puis, il y a une deuxième raison qui tient quand même d'une forme d'inquiétude, pour ne pas dire de lâcheté, devant ce que représentent en fait politiquement certains groupes. Je pense en particulier dans certaines villes de l'Ouest. Chacun se souvient de Notre-Dame-des-Landes quand même, où on a plié devant certains de ces groupes, où l'État a plié devant certains de ces groupes, c'est dire la puissance qu'ils représentent. Et c'est vrai qu'à Rennes, à Nantes, etc., on a l'impression que c'est quand même très compliqué pour les parquets d'aller investiguer dans ces groupes. Gabriel Cluzel a une question pour vous, et dans un instant, vous entendrez la victime de Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud qui a été condamné pour violence. Gabriel Cluzel à Henri de Beauregard, avocat. Oui, alors même s'il y a des magistrats, d'excellents magistrats, d'une probité absolue, est-ce que de toute façon, la présence du syndicat de la magistrature, par exemple, ne jette pas un voile de suspicion de façon générale? C'est-à-dire que quand on est quelqu'un de droite, on se dit peut-être que je ne vais pas être logé à la même enseigne que les autres. Il y a quand même ce fait qui est là comme l'éléphant au milieu du salon. Oui, c'est vrai. Il y a une forme peut-être parfois de complaisance de certains parquets à l'égard d'une certaine violence, et puis il y a l'inquiétude en effet à droite. On dit souvent, les praticiens de la justice disent, la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit donner aussi l'impression qu'elle est rendue, vous savez, l'image de la justice. Et c'est vrai qu'on a parfois cette sensation que la justice étant syndicalement plutôt à gauche, parce qu'on nous dit oui, mais le syndicat de la magistrature n'est pas majoritaire. Bien sûr, mais enfin, entre des apolitiques et des gens qui se revendiquent à gauche, entre du blanc et du rouge, ça fait du rose, ça n'a jamais fait du bleu, en quelque sorte. Donc il y a évidemment cette idée que la justice étant majoritairement sociologiquement à gauche, ça peut dissuader en effet aussi de déposer un certain nombre de plaintes. Et puis, Henri de Beauregard sur Europe 1, avocat. Et puis enfin, je crois qu'il y a à gauche aussi une culture, à l'extrême gauche, une culture de l'action violente qui fait que ces gens savent s'organiser pour ne pas se dénoncer les uns les autres, pour conserver le silence, pour avoir des avocats dédiés, pour avoir un certain nombre de choses qui font que même en aval, en quelque sorte, des procédures, même quand les parquets poursuivent, en réalité, on arrive rarement à des condamnations au bout, parce qu'ils sont suffisamment organisés pour qu'on ait du mal, en réalité, à faire le tri des choses et à aboutir à des condamnations. Organisé en aval, organisé en amont. On a eu, au début de semaine, Lejar, qui nous racontait comment Union Pirate, ils s'entraînaient à reculer, écraser, mettre des parapluies pour ne pas être filmés. Donc organisé, effectivement, au niveau juridique, et organisé en amont. Édouard Bina, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes directeur de la cocarde étudiante. Vous étiez avec nous dans le studio d'Europe 1 hier, et vous nous expliquiez comment vous avez été poursuivi par l'extrême gauche à Sciences Po Lyon pendant 5 ans, que vos plaintes n'ont pas abouti, qu'on vous disait même de ne pas porter plainte. Mais nous allons parler avec vous surtout de l'organisation de la jeune garde, parce que vous savez à quel point la jeune garde, comme le disait l'avocat Henri de Beauregard, est organisée en amont. Dites-nous tout, Édouard Bina, pardon. Eh bien, ce qu'il faut comprendre avec la jeune garde, c'est que ce n'est pas un énième groupuscule autonome où les membres sont désorganisés. C'est une structure qui est extrêmement bien hiérarchisée, cloisonnée, avec des chaînes de décision et très peu de donneurs d'ordre. C'est-à-dire que toute action a forcément un donneur d'ordre qui est très haut placé. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que ce n'est pas un débordement, ce n'est pas une bagarre qui tourne mal. Tout a été organisé et tout a été décidé en amont par des chefs, et des chefs qui remontent très haut. Donc c'est très hiérarchisé, il y a des donneurs d'ordre. Et puis comment ça se passe à l'intérieur? C'est-à-dire qu'il y a interdiction de sortir, d'être entre eux. Enfin, il y a plusieurs codes à l'intérieur de la jeune garde. Racontez-nous. Oui, il y a beaucoup de codes, notamment des codes vestimentaires. Il faut se vêtir d'une certaine manière, il faut se comporter d'une certaine manière. Les relations entre les membres de la jeune garde sont interdites. Il ne faut pas qu'un membre de la jeune garde sorte avec une membre de la jeune garde. Les groupes de discussion sont très cloisonnés pour que les gens n'aient pas accès à l'ensemble des discussions. Et en fait, lorsqu'il y a une agression violente qui est préparée, lorsqu'ils vont tendre un guet-apens à quelqu'un, ils font en sorte que personne d'autre du groupe ne le sache, que personne ne puisse savoir qui étaient les membres de la jeune garde qui ont participé à tendre ce guet-apens. Tout est extrêmement cloisonné, bien organisé. C'est fait pour pouvoir agresser en toute impunité et laisser un minimum de traces. Et l'article du Parisien qui est sorti très récemment, il y a moins d'une heure, fait témoigner un ancien de la jeune garde qui parle justement de l'organisation interne et qui parle du fait qu'il y a eu des réticences en interne face au niveau de violence
de certains. Hein, et d'ailleurs, l'article confirme en disant qu'il servait bien de service d'ordre à la jeune garde, qu'ils étaient bien employés par le parti pour ça, que c'était bien le but pour la France insoumise d'utiliser la jeune garde comme service d'ordre, comme bras pour certaines actions. Et il raconte aussi, ça c'est quelque chose dont on parle moins, que la violence de la jeune garde se tournait aussi envers des personnes qui étaient à gauche. En effet, lorsque le groupuscule La Gale a pris une procédure de dissolution par le gouvernement, les membres de la jeune garde ont organisé une descente. Ils sont arrivés sur la place où les membres des divers groupes antifascistes de Lyon se regroupent, et ils ont commencé à passer à tabac les membres de La Gale. Restez en ligne avec nous, Édouard Binat, parce qu'on va marquer une pause. C'est très important ce que vous êtes en train de nous raconter. Édouard Binat, directeur de la cocarde étudiante, qui nous raconte comment la jeune garde et d'autres encore se sont bien organisés pour agresser en toute impunité et laisser un minimum de traces, pour reprendre ces mots. Oui, absolument, ma chère Géraldine. Nous sommes avec Édouard Binat en ligne et puis avec Henri de Beauregard, avocat. Henri de Beauregard qui nous expliquait comment il a vu la violence de gauche croître sans la moindre réponse judiciaire. Et vous, Édouard Binat, vous confirmiez effectivement ceci hier lorsque vous étiez en studio d'Europe 1, et là vous étiez en train de nous expliquer comment la jeune garde était extrêmement organisée, structurée, et comment, si en aval, l'avocat Henri de Beauregard nous expliquait comment en aval ils ont des avocats, tout pour éviter effectivement d'être condamnés. En amont, ils font tout pour agresser en toute impunité et laisser un minimum de traces. Édouard Binat, directeur de la cocarde étudiante. Vous m'entendez? Dernier mot peut-être, Édouard Binat. Oui, donc ce qu'il faut vraiment comprendre sur la jeune garde, c'est que le lien avec la France insoumise est totalement assumé en interne. Raphaël Arnaud l'avait d'ailleurs expliqué lors d'un live où il parlait avec des personnes, où il interagissait avec eux. Il leur expliquait pourquoi la jeune garde s'associe avec la France insoumise, et c'est écrit dans l'article du Parisien qui est sorti aujourd'hui. L'ancien membre de la jeune garde déclare « Nous faisions le sale boulot et on savait qu'on aurait des postes après ». C'est-à-dire que la France insoumise récompense la violence. C'est écrit noir sur blanc que le but de la jeune garde, c'est d'être le bras armé, d'être le bras violent. Et c'est un fonctionnement en gang. Ils expliquent comment ils envoyaient certains de leurs membres dans d'autres îles pour agresser des gens de gauche, histoire d'étendre l'influence de la jeune garde, pour les mettre sous la coupe de la jeune garde. Et ceci était récompensé par la France insoumise. Ce fonctionnement, c'est un fonctionnement de gang. Et j'ose dire le mot, mais la jeune garde est un gang au service de la France insoumise qui les récompense. Il y a association de malfaiteurs. Merci beaucoup, Édouard Binat, directeur de la cocarde étudiante, d'avoir partagé avec nous ce que vous dites, comment LFI récompense la violence. Avant d'avoir Maxime et Pierre qui nous appellent, je voulais vous faire écouter, si vous permettez, en exclusivité, la victime de Raphaël Arnaud. Cette victime veut passer à autre chose, cette victime ne veut plus parler, mais cette victime a parlé. Vous allez écouter parce que on a essayé effectivement d'anonymiser sa voix, et c'est après avoir attaqué cette victime que Raphaël Arnaud a été condamné pour violence, et c'était nous, dans cette émission avec Frontières, on vous avait révélé cette condamnation. Écoutez le témoignage de la victime de Raphaël Arnaud. Rue des Capucins, je crois. Une première fois, et puis j'ai croisé le regard d'une personne. Et il me voit, je le vois. 5 mètres plus loin, je sens une main sur mon épaule. Il me demande si je suis affilié politiquement, sur quoi je réponds non. Et peut-être, je remarche encore 5-10 mètres, et là, il me retouche encore, il me rattrape par l'épaule, il me demande si je suis sûr. Du coup, j'essaie de m'en aller, et là, je vois qu'il me retient, et d'un coup, de nulle part, je vois qu'ils sont 5, donc lui et 5 autres personnes, donc en tout 6. Et sans pas avoir le temps de rien faire, je me retrouve plaqué contre le mur, quoi. Ils m'ont dit que j'étais un faf, je comprenais pas ce que tu disais, ils utilisaient du vocabulaire que je comprenais pas, ils me traitaient de faf. Ils ont commencé à me déshabiller, je comprenais pas trop pourquoi, puis ils m'ont dit que c'était pour voir si j'avais des tatouages, j'en ai aucun. Ensuite, ils ont commencé à vouloir mon téléphone, ils ont demandé de me le déverrouiller, pour voir si j'avais pas des messages, si j'avais pas des contacts, ou je sais pas. Donc je refuse, ils commencent à être un peu de plus en plus violents, à me tirer par la capuche, à me pousser, à me retenir. Ils me retiennent parce que forcément ils sont 6, donc il y en a un qui me tenait par derrière.
Et vu qu'ils avaient pas obtenu ce qu'ils voulaient de moi, ils m'ont balancé par terre, ils m'ont foutu un coup de pied au cul, carrément. Hein. Et après, ils m'ont dit on peut plus te revoir et tout. Témoignages recueillis grâce à Frontières. On va écouter aussi la partie où cette victime identifie clairement Raphaël Arnaud. Voilà la victime de Raphaël Arnaud. On écoute, tendez bien l'oreille puisque nous avons anonymisé sa voix. Dans ma confusion, j'ai demandé vraiment qu'est-ce qui se passait, pourquoi tout ça. Et il y a une personne qui s'est démarquée, c'était forcément Raphaël Arnaud. Et il m'a dit que dans la rue, juste là où je me trouvais, il y avait une librairie qui s'était fait attaquer par les frères du coup. Donc apparemment, il patrouillait dans le secteur. Car il pensait que ça allait de nouveau arriver. Et à partir de là, j'ai pu identifier Raphaël Arnaud car il était passé à la télé sur BFM Télévision, il me semble, en train de parler du saccage qu'avait subi la librairie. Donc c'est comme ça que j'ai pu l'identifier et ensuite, 2 jours après ou une semaine après, je sais plus, aller apporter un deuxième témoignage au commissariat pour pouvoir identifier au moins une personne sur les 6 parce que il n'y a que lui qui se fait identifier de toute manière. Et le jour du jugement, il affirmait soi-disant qu'il ne les connaissait pas, mais je crois pas une seconde, ils étaient tous de la jeune garde. Vous avez pu entendre le témoignage de la victime de Raphaël Arnaud. Éric Tegner, avant d'avoir Pierre et Maxime en ligne, il nous reste 3 minutes pour terminer. Oui, c'est le seul témoignage, on ne l'a jamais entendu. Il faut savoir que c'était pas un militant de droite, c'était vraiment un passant dans la rue. Et le point intéressant, c'est que c'est la seule fois où Raphaël Arnaud a donc pu être condamné définitivement. Mais ce cas-là, il y en a des dizaines aujourd'hui. Donc c'est ça qui est fou. Et Emmanuel Bompard, qu'est-ce qu'il essaye de faire avec des députés à la France Insoumise? De défendre. De dire que dans le fond, même cette condamnation, elle valait rien. C'est un peu la même chose. Geoffrey l'avait bien mérité, c'est une victime collatérale. Merci Éric Tegner. 2 minutes et 2 auditeurs qui nous appellent rapidement. Maxime qui nous appelle, disait je veux absolument vous avoir pour vous donner la parole. Vous dites que Raphaël Arnaud n'a plus de légitimité d'être député. C'est ça Maxime? Oui, tout à fait. Merci de prendre mon appel. Du coup, je vais faire très vite. Oui, oui, Raphaël Arnaud n'a plus de légitimité. Quand on entend en meeting Jean-Luc Mélenchon qui crie et qui acclame son soutien à la jeune garde, et il faut tous se ranger à la jeune garde, il y a un député, Raphaël Arnaud, qui a fondé la jeune garde, et là c'est son assistant parlementaire, donc là on voit bien le lien, et ce que disait le jeune de la cocarde, il y a association de malfaiteurs, et donc on remonte jusqu'à LFI, et Raphaël Arnaud n'a plus sa place à l'Assemblée nationale. Et juste, je termine très rapidement, il y a une petite vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux où on voit un jeune qui arrache les affiches de Quentin en disant « moi je suis pour la mort de Quentin oui. ». Et ça c'est vraiment la haine, et en fait LFI c'est eux le fascisme, c'est eux la haine. Merci beaucoup Maxime. Et c'est vrai que Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, elle aussi invitée de France Info ce matin, a appelé Mathilde Panot à exclure Raphaël Arnaud de son groupe. Bonjour Pierre, vous nous appelez vous de l'Aisne et vous aussi voulez réagir par rapport à Raphaël Arnaud. Oui, déjà, merci beaucoup de pouvoir me laisser m'exprimer sur cette radio. Merci pour tout le travail que vous faites. C'est gentil mon Pierre, on a très peu de temps. Mais je voulais vous donner la parole. Non, voilà, je forcément profondément choqué de ce qui vient de se passer, et je pense que c'est aussi un grand coup de pied aux fesses dans le monde politique français, une grande prise de conscience qu'on doit prendre de la dangerosité de LFI et de toutes les branches qu'elle peut avoir, et je pense que le barrage de LFI est très imminent et important. Et de la gauche, du PS, des écolos, du centre, enfin de tout le monde, c'est vraiment nécessaire, je pense, parce que là, on voit vraiment leur vrai visage et ça fait peur. Moi qui suis père d'une petite fille qui a 16 mois, je m'inquiète beaucoup en voyant tout ça, de ce que je vais pouvoir lui laisser dans son avenir, quoi. Donc je pense que le barrage LFI est déterminant, et franchement, il faut que tout le monde prenne conscience qu'on voit vraiment leur vrai visage et ça fait peur. Ouais. Merci beaucoup Pierre, 25 ans, qui nous a appelé de l'Aisne pour en témoigner de sa crainte de ce qui va se passer demain, effectivement, et de souligner ce barrage anti-LFI, d'appeler à ce barrage anti-LFI. Merci.